Hey, salut, ça y est, les 40 ans sont là, c'est la vidéo des 40 ans. L'âge fatidique, il paraît. Celui où, selon la société, t'es censé avoir réussi. Une vie rangée, des enfants, un appart payé, une carrière qui roule. Et si t'as pas coché toutes ces cases, ben dommage pour toi, parce que ça y est, 40 ans, c'est la fin. C'est la fin des fins. Tu es périmé pour la société. Pour ma part, j'ai pas coché toutes les cases parce que déjà j'ai mon propre système de notation. Je fais rarement en fait ce qu'on attend de moi parce que je fais ce que j'ai envie pour moi et pas pour la société et pour rentrer dans des cases, dans un moule, sous peine de finir par devenir tarte. Mais, pour pas vous mentir, c'est quand même compliqué et pesant au quotidien de ne pas rentrer dans les cases. Alors, heureusement, sur pas mal de sujets, je rentre dans ces cas, je suis dans la norme, mais dans d'autres, c'est pesant. Vu que la norme, en gros, c'est des règles définies par le plus grand nombre et que le plus grand nombre, ça fait du bruit, beaucoup de bruit, et donc à 20 ans, on te fait chier pour tes études, à 30 ans, on te fait chier pour avoir des enfants, et à 40 ans, on te fait plus chier, mais par contre, on te fait bien comprendre, bah, du coup, tu as un peu une charge mentale, bah, qu'on te fait comprendre que tu es périmé, que tu sers plus à rien, et donc que si tu n'as pas réussi avant cette date fatidique, bah, c'est foutu pour toi. Et depuis 2-3 ans, ce bruit dans ma tête me stresse. Il y a cette petite voix qui me dit vraiment, en fait, à force de l'entendre partout, je finis un peu par me convaincre que effectivement, il fallait que j'accomplisse certaines choses avant mes 40 ans, sinon, c'était foutu, j'avais plus le temps de le faire après. Or, c'est faux, hein, cette petite voix qui me stresse et qui m'angoisse me ment, parce que non, 40 ans, c'est pas la fin, c'est même pas le milieu. J'ai encore plein de projets à venir, même des projets que je n'ai même pas encore idées. Et en plus de ça, le bonus, c'est que aujourd'hui, eh bien, j'ai plus d'outils, plus de clarté, plus de force que quand j'étais plus jeune. Alors aujourd'hui, à cette date quand même symbolique, j'ai voulu faire un bilan et vous partager mon patrimoine à 40 ans. Et vous allez voir, ce patrimoine, il n'est pas que financier. Pas de générique dans cette vidéo, on va rentrer directement dans le vif du sujet, que ça ne vous empêche pas par contre de liker, commenter et partager, hein, je vous vois venir, vous ne servez pas de ça comme excuse. Ça va être un épisode plus ou moins court, dans le sens où ça va pas être un épisode d'une heure où on va rentrer dans une introspection et un bilan de mes 40 dernières années. Non, j'ai condensé ça pour que ce soit un épisode assez court et surtout qui aille droit au but. Première partie, mon patrimoine financier à 40 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai construit financièrement jusque-là? Cette partie va être assez rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste un peu vous énumérer, vous donnant quelques chiffres quand même parce que je sais que vous aimez, mais voilà, comme je vous le disais, assez rapide, on va aller droit au but, on rentre dans le vif du sujet. Donc, mon patrimoine financier se compose déjà d'une partie immobilier. J'ai une résidence principale, dans laquelle je me situe et où je filme cette vidéo, c'est un appartement, un T3, situé aux alentours de Mâcon et qu'on a acheté à 50-50 avec mon mari pour une valeur de 100 000 euros. 2 DE plus loin, 100 000 euros. Un deuxième bien immobilier qui est rentré à mon patrimoine et à notre patrimoine, il est rentré très récemment, le 2 avril. C'est un appartement au Portugal. C'est un T2 d'un peu plus de 40 mètres carrés à Porto qu'on a mis en location courte durée et qu'on a réussi à acquérir grâce à l'accompagnement d'Andrea qui fait partie d'une société d'investissement clé en main dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne. C'est Artae Immobilier. Donc merci à elle puisque sans elle on n'aurait jamais pu réussir cette acquisition. J'en parlerai dans une vidéo, dans un épisode spécial de comment on a acheté cet appartement au Portugal. Mais voilà, merci à elle et il est venu compléter notre patrimoine. Donc comme je disais, c'est un appartement d'un peu plus de 40 mètres carrés, un T2, dans Porto, qu'on a acheté 180 000 euros. Donc on a fait un crédit bancaire de 180 000 euros et on a rajouté à ce crédit 40 000 euros de notre poche pour tout ce qui était notaire, travaux et bien sûr frais d'accompagnement aussi. Et on l'a mis en gestion auprès de Andrea également qui a une autre société avec son frère, une conciergerie. Donc comme ça, c'est géré et ça a été un investissement vraiment clé en main du début jusqu'à la fin. On est très content de cette première acquisition en locatif, surtout qu'elle s'est passée assez rapidement, même s'il y a eu pas mal de déboires, mais bon, ça aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo.
mais on a pris contact avec Andrea le 1er novembre et l'appartement a été mis en location, on va dire le 1er juin, et il y a plein de réservations pour l'été, il est en location courte durée et l'argent commence à rentrer, donc très satisfait et très contente de cet investissement. Il y a un autre investissement qui est en cours, je ne peux pas l'inclure dans mon patrimoine avant mes 40 ans, mais voilà. L'offre d'achat a été faite avant, là on est en recherche de financement, ça devrait se signer dans pas très longtemps, croisez les doigts, mais voilà, du coup je ne peux pas vous mettre dans cette vidéo. Donc ça sera tout pour mon patrimoine immobilier. Alors, si je dois être honnête, j'ai aussi une maison en Italie, mais c'est dans un tout petit village et ça vaut pas grand-chose. On est d'ailleurs en train de voir avec ma mère pour le vendre parce que on n'y va plus spécialement. C'était la maison de mon père et dans le village, donc comme je disais, trop paumé dans le nord de l'Italie. Et on n'y va quasi plus jamais, tout que ça risque de finir de coûter plus cher au final en entretien que le prix réel de ce qu'elle vaut. Donc voilà, on est en train de voir pour la vente. Mais bon, ça rentre quand même effectivement dans mon patrimoine immobilier. Ensuite, comme vous le savez également, j'investis en bourse, même si cette dernière année j'ai beaucoup ralenti pour mettre de l'apport dans mes projets immobiliers. Mais mon patrimoine en bourse s'élève quand même à 31 000 euros. Mais mon patrimoine en bourse s'élève quand même à 31 000 euros. Donc j'ai un PEA et un CTO. J'investis généralement sur des actions à dividendes. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, je vous partage juste mon patrimoine à 40 ans, je vous le rappelle. Donc voilà, investissement assez passif. Surtout cette année, j'avoue, je m'y penche pas trop dessus, je laisse faire la chose, je récupère les dividendes, je les réinvestis dans des actions, donc je réanalyse juste l'action en début de mois et ça s'arrête là. Dans mon patrimoine financier, j'ai également de la crypto. Ce montant monte et descend en fonction de la situation actuelle du marché crypto, mais j'ai du coup actuellement 60 000 euros. Donc si vous regardez mes dernières vidéos bilan patrimoine, vous pourrez voir que j'ai investi 31 000 euros qui sont montés à 76, qui sont redescendus à 50, là ils sont remontés à 70 il me semble en début d'année, et à l'heure d'aujourd'hui ils sont à 60. Donc à l'heure d'aujourd'hui dans mon patrimoine j'ai 60 000 euros de crypto. J'ai également de l'épargne, j'ai 10 000 euros en épargne de précaution plus 39 000 euros qui vont pas tarder à partir en apport pour le futur bien immobilier. Et enfin, ce qui est rentré en fin d'année dernière dans mon patrimoine, c'est mon nouveau business de retail arbitrage, donc sur Amazon. C'est un business d'achat-revente. J'achète des produits que je revends avec une plus-value sur Amazon. C'est un peu dur de l'estimer. Après, j'ai mon bilan qui arrive dans pas longtemps, donc à la rigueur, là, je pourrais mettre une mise à jour des bons chiffres. Mais on va dire qu'à l'heure actuelle, il vaut 9 000 euros quand je compte un peu le stock que j'ai. J'ai investi quand même un peu plus dedans, j'ai dû mettre 15 000 euros de ma poche. Pour l'instant, du coup, j'ai pas intérêt à stopper le business, mais voilà, c'est progressif et comme je disais, c'est de l'achat-revente, donc forcément il faut du cash parce qu'il faut du cash pour acheter, pour pouvoir revendre. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec 0 euros, même si on peut commencer avec un petit budget et faire grossir la boule de neige au fur et à mesure. Mais voilà. À l'heure actuelle, je vais estimer mon business à 9 000 euros. Et voilà de ce qu'il en est de mon patrimoine financier. La deuxième partie de mon patrimoine, c'est mon patrimoine intérieur. Tout comme la richesse ne se limite pas à l'aspect financier, le patrimoine ne se limite pas non plus à l'argent. Il y a aussi tout ce que la vie m'a appris et qui est devenu mon capital, mon patrimoine intérieur. Dans cette partie, comme dans la première d'ailleurs où il y avait différentes catégories, IMO, crypto, bourse, épargne, j'ai voulu aborder cette partie en fait avec des catégories de ce que la vie m'a appris, ce que certaines expériences m'ont appris. Donc en gros, une expérience, une leçon. La liste ne va pas être exhaustive et je vais pas rentrer à fond dans les détails, je vous ai dit une vidéo droit au but, mais il y a les principales catégories de mon patrimoine intérieur. Et pareil, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une ordre d'importance chronologique ou autre, je vous le dis comme ça vient. La première chose, c'est la vie de couple. Ça va faire 21 ans que je suis en couple avec mon mari. Je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans, 17 ans, 17 ans. On s'est mis en couple quand j'en ai eu 19. On s'est mariés pour nos 10 ans et là, on va fêter du coup les 11 ans de mariage cette année, donc 21 ans de vie commune. J'ai appris pas mal de choses avec ça. J'ai appris la patience, le soutien réciproque, la remise en question, la communication, très important, et surtout la confiance. Ce sont deux choses clés dans un couple. En 21 ans, vous vous doutez bien aussi que ça n'a pas été des feux d'artifice tous les jours. L'amour, c'est pas ça. C'est vraiment un terrain d'évolution.
un équilibre qui bouge en fonction de chacun, puisqu'on est quand même des individus à part entière, hein, avant d'être un couple. Donc forcément, on évolue chacun différemment. De notre côté, on a chacun nos caractères, nos envies et nos besoins. Et à chaque étape des évolutions de chacun, le couple il doit retrouver un équilibre. Donc voilà, beaucoup de choses apprises, pas mal de compromis, comme je dis, hein, c'est une évolution et une adaptation. Mais bon, c'est un beau voyage qui m'en apprend beaucoup et qui continuera à m'en apprendre encore énormément. La deuxième leçon qui rentre dans mon capital intérieur, ça a été l'expérience avec mes études. Je ne vais pas parler de toutes mes études. Donc moi, à la base, j'ai un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants et pendant cette période, j'ai fait un stage qui m'a beaucoup marqué et c'est de celui-là que j'ai eu envie de vous parler. Donc en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on intervient auprès des enfants de 0 à 7 ans, mais aussi des enfants plus vieux, on va dire, jusqu'à la majorité, quand on est dans des structures qui hébergent des enfants. Et c'est d'ailleurs la catégorie de stage qu'on devait faire. On devait faire un stage long, là où les enfants sont hébergés. Donc typiquement, ce sont les foyers de l'enfance et les hôpitaux. Et moi, j'ai fait mon stage en service oncologie pédiatrie, donc là où des enfants sont atteints de cancer. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vraiment pas envie d'aller dans ce service-là. Alors déjà, j'avais enlevé tout ce qui était partie foyer. Il était hors de question que je me retrouve dans un foyer de l'enfance, puisque chacun est vraiment différent par rapport à ça. Moi, je me rappelle que quand on faisait nos rapports de stage, justement, on parlait à un moment tous ensemble et on devait parler de cas concrets. Et tout le monde me demandait comment je faisais pour tenir le coup dans un service oncologie alors que les enfants étaient en train de mourir. Et moi, en fait, je me posais vraiment la question de comment ces personnes faisaient pour tenir le coup en faisant un stage dans des foyers de l'enfance, là où des enfants sont battus, violés, dont le père défenestre la mère et viole l'enfant. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas, j'aurais pas pu faire un stage là-dedans. En revanche, le stage dans le service oncologie, ça a été un des plus beaux stages de ma vie, même si, comme je vous disais, c'était vraiment pas mon premier choix. J'ai essayé tous les autres services, mais ils étaient déjà tous pris et personne ne voulait aller en service oncologie. J'avais plus d'autre choix, j'y suis allée et au final, comme quoi, on va dire les opportunités, les coups du sort, moi, de mon côté, ça m'a toujours apporté de bonnes choses et comme je disais, ça a été vraiment un très beau stage. Il y avait en fait dans ce service beaucoup d'amour. Il m'a fait énormément grandir puisque là on prend beaucoup de responsabilités quand on est face à, à ça, à des enfants qui sont face à la mort. Ça nous fait énormément relativiser et on voit à quel point ces enfants sont forts en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous partager cette expérience parce que c'est vraiment elle qui m'a le plus appris dans toutes mes études. Alors certes, mes études m'ont appris plein de choses, hein. J'ai appris à me débrouiller, il fallait trouver nos stages nous-mêmes, donc à créer des opportunités au milieu de systèmes assez rigides. Mais voilà, c'est vraiment ce stage qui m'en a le plus appris sur moi et surtout sur la capacité à relativiser les événements de la vie. Qu'on croit vital ne l'est absolument pas. Et depuis cette expérience, à chaque fois que j'ai un problème qui m'arrive, quelque chose de négatif ou juste des fois on râle pour rien, hein, eh bien je me rappelle que ce n'est pas grave. J'ai un toit sur ma tête, j'ai du monde qui m'entoure et surtout je suis en bonne santé. Donc tout va bien. Et je vous invite à faire cet exercice en fait quand quelque chose ne va pas. Euh, Regardez un peu chez le voisin, il y a pire que vous. On va passer dans un sujet un peu plus joyeux, hein, une autre expérience de vie qui m'a également appris beaucoup de choses, c'est le sport. Le sport, ça a été mes plus beaux moments et mes pires moments également. J'ai toujours été sportive, je bougeais partout, je me faisais engueuler en fait. Il y a eu une année où je devais plus faire de sport parce que j'ai grandi trop vite et que le médecin avait dit à l'époque votre fille ne fera plus jamais de sport et à partir de ce moment-là ma mère arrêtait pas de se faire convoquer parce que je faisais que bouger en classe, je me levais, je m'asseyais, je me levais, je m'asseyais, enfin voilà, il fallait que je bouge. Et donc à cette époque-là, avant je faisais de la gym et à 9 ans, donc j'ai arrêté la gym parce que j'ai grandi trop vite et finalement je suis partie à faire du volley. Donc j'ai fait du volleyball pendant plus de 15 ans, un sport d'équipe et donc le sport m'a appris énormément de choses, la régularité, la discipline, l'esprit d'équipe, puisque c'était un sport collectif. Donc j'ai appris à tenir ma place dans une équipe, à encaisser les défaites, à célébrer les victoires et aussi
que tes coéquipières ne sont pas forcément tes amis. L'importance de l'entourage. Ça aussi, ça a été une belle leçon. On dit souvent, tu deviens les personnes que tu côtoies le plus, hein, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, et c'est vraiment ça. Et quand il y a une personne nocive dans le groupe, eh bien, ça peut vraiment te détruire. Moi, ça m'a mis un certain coup au moral, j'ai perdu totale confiance en moi à cause d'une personne, puisque j'avais eu une blessure et quand je suis revenue, j'arrivais plus à jouer comme avant et plutôt que d'être soutenue, j'avais plus des pics et des reproches et, euh, et en fait, c'est resté dans ma tête et j'arrivais plus à avancer et à jouer bien comme avant parce que j'ai fini par me dire que c'était comme ça et que j'étais nulle. Donc oui, l'importance de l'entourage et quand vous avez quelqu'un de nocif autour de vous, eh bien en fait ça contamine tout, hein. C'est comme les fruits dans un panier de fruits, hein. Il y en a un qui pourrit, tous les autres le suivent. Donc oui, le sport c'est un très grand formateur, ça apprend de très belles leçons et comme je vous disais, ça a été vraiment mes meilleurs moments, les bons et les mauvais. Quelque chose d'autre de très formateur, hein, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Alors bien sûr, ça ne forme pas que la jeunesse, hein, ça te forme tout au long de ta vie. Chaque voyage t'apprend énormément de choses, vu que ça te fait sortir de ta zone de confort, de ta routine, de ton petit cocon bien sécure. Là, j'ai pas envie de vous parler d'un voyage en particulier, j'en ai fait pas mal, je suis assez fière de ça. J'ai voyagé en France mais aussi à l'étranger. J'ai fait des gros voyages comme les États-Unis, les Bahamas, l'Argentine. J'ai fait des plus petits comme l'Italie, la Pologne, j'allais dire l'Espagne, mais en Espagne je suis surtout allée à Port Aventura. Voilà, pas mal de petits voyages et de gros. Et c'est vrai que c'est très formateur et que ça a beaucoup enrichi mon patrimoine intérieur. Ça m'a appris l'humilité, puisque on réalise que en fait nos modes de vie, nos valeurs, nos repères, ils sont vraiment relatifs, hein, et pas du tout universels. Ça te remet juste à ta place. Tu es une personne au milieu de milliards, hein, avec chacun ses croyances. Donc voilà, l'humilité. Également l'adaptabilité, hein, quand on voyage, on sait, il y a beaucoup de choses à gérer et il y a souvent des imprévus. Donc j'ai développé une résilience pratique, on va dire, avec de la flexibilité, la débrouillardise et du lâcher prise surtout. Ça m'a aussi appris ça, à lâcher prise. Genre tu peux pas tout gérer, mais c'est pas grave, tu t'adaptes à ce qui arrive. Et ça apporte aussi une capacité à créer du lien, puisque même sans parler la langue, tu arrives quand même à échanger et à créer de liens, à te connecter. Tu redécouvres un peu des formes de communication un peu plus instinctives et beaucoup plus humaines. Une autre expérience qui m'a également beaucoup appris, c'est la création de ma première entreprise qui était un bar à chocolat. La création d'un business, c'est une école à part entière. J'ai appris à faire des choix sans mode d'emploi, à avancer sans garantie que ça allait marcher. J'ai appris à gérer les doutes, l'incertitude, les jours où tu te demandes pourquoi tu t'es infligé ça. Voilà. J'ai appris à être un couteau suisse parce que quand tu crées un business, tu es comptable, tu es pro-marketing, pro-vente, enfin voilà. Et surtout, là, une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai eu du mal à le dire, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, c'est une belle leçon. Comme je disais, en tant que chef d'entreprise, en fait, tu fais tout, tu gères tout, il faut savoir tout faire. Et c'est une bonne chose, parce que déjà, quand tu veux déléguer, il faut savoir quoi déléguer, mais aussi, comme je le disais, il faut toujours contrôler, parce que ce qui se perd aussi dans le monde, c'est le professionnalisme. Et c'est triste, mais on ne peut plus s'appuyer à 100% sur un professionnel, on ne peut plus faire confiance à 100% à un professionnel. Donc ouais, il y a eu quelques petits déboires dans cette entreprise. Et du coup, maintenant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je me forme et je m'informe et me renseigne sur tous les domaines pour devenir en gros une généraliste. Je fais appel à des spécialistes, mais au moins je peux quand même contrôler un minimum. Une autre leçon que la vie m'a apprise, qui se trouve en même temps d'ailleurs que cette période du bar à chocolat, je veux bien évidemment parler du décès de mon papa, de la dépression de ma maman et du burn-out de mon mari, qui sont arrivés tous les trois en même temps, pendant que moi je devais gérer seul le bar à chocolat. Ça aussi, ça fait grandir, ça rentre dans mon capital intérieur. Ça m'a appris qu'au final, on est beaucoup plus fort que ce qu'on croit, qu'on peut arriver à tout tenir alors que tout s'écroule autour de vous. Et surtout, la vraie leçon, c'est le temps. Le temps de qualité qu'on passe avec ses proches. Le temps, la santé mentale,
l'énergie, c'est quelque chose de non négociable. Que tous tes to-do, elles peuvent attendre, que tous tes projets peuvent être mis en stand-by, mais le temps, tu le récupères pas. Ça a été la méga leçon et c'est ce qui m'a d'ailleurs fait vendre mon bar à chocolat, hein. J'ai vendu ce bar pendant, à la sortie du Covid. Tout le monde me disait, ah, c'est à cause du Covid. Non, alors j'avoue, ça n'a pas aidé, mais c'est surtout que c'était énormément d'heures de taf. On se voyait plus avec mon mari et ben après on se dit la mort peut arriver du jour au lendemain et j'ai pas envie que mes derniers moments soient passés au contact de clients pas forcément agréables pour certains, plutôt que auprès de mon mari. Donc c'est pour ça en fait que j'ai vendu. C'était pour récupérer mon temps, pour l'accorder à des choses beaucoup plus importantes. La dernière chose que je voulais aborder, sans transition, hein, on va repasser d'un moment un peu déprime à un moment beaucoup plus agréable. La dernière chose que je voudrais aborder, c'est la création de ce podcast, de la chaîne YouTube, de mon compte Instagram, voilà, la création de mes réseaux sociaux. J'ai lancé ce format à la base pour partager ce que j'apprenais, pour structurer mes idées, dire ce que je pensais, et je m'attendais pas en fait à ce que ça m'apporte autant. Les messages que je reçois, les échanges que j'ai avec vous, les rencontres que je fais, ça me nourrit vraiment énormément. Et au-delà des écrans, en fait, avec les apéros, les séminaires, les masterminds, j'ai fait des vraies rencontres. J'ai rencontré des personnes brillantes, drôles, intéressantes, puissantes, et tous ces échanges m'ont fait réellement grandir. Je pensais à la base juste créer du contenu, mais en fait, j'ai construit un réseau, un soutien, et ça, c'est très précieux. Donc voilà, en ce qui concerne mon patrimoine intérieur. Troisième partie, je voulais aborder rapidement le et maintenant 40 ans et plus, puisque on a bien vu que la vie ne s'arrêtait pas à ça, hein, on s'arrête pas à 40 ans. Maintenant, avec toutes ces expériences, avec tout ce que j'ai appris, tout mon capital, ce que je veux surtout, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux plus. Je veux donc continuer à faire grandir mon patrimoine financier pour avoir encore plus de liberté de temps, de liberté de choix. Je veux également continuer à créer des revenus complémentaires, mais sans mettre de côté mon énergie et mon temps. Je préfère que ça me rapporte moins financièrement, mais que j'y gagne plus en temps et en énergie. C'est pour ça, par exemple, que l'investissement au Portugal, je l'ai fait en étant accompagnée de A à Z. Donc j'ai perdu de l'argent sur tout ce qui était acquisition, recherche, tout ça. Je perds de l'argent sur la partie gestion, mais j'y gagne en temps, en énergie et en santé mentale. Donc c'est ça l'objectif, de continuer à créer des sources de revenus complémentaires et variées, mais tout en respectant mon temps et mon énergie. On va bien sûr continuer à voyager, hein. Je dis on parce que on est en couple, hein, ça aussi, je compte le continuer, hein. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de le préciser, on va pas s'arrêter à 21, hein. On va essayer de doubler, de tripler ça, hein. Ça aussi, je veux le garder. En revanche, ce que j'aimerais ne pas garder, c'est d'arriver à profiter sans culpabiliser. Ça, j'ai pas encore réussi à bien l'apprendre, ça fait pas encore partie de mon capital. Donc c'est sur quoi je vais travailler parce que j'aimerais bien que ça y rentre justement dans mon patrimoine. Conclusion, message à toutes celles qui m'écoutent, on va parler un peu au féminin. Si tu as l'impression d'être en retard, t'as pas coché à cette case, tu n'as rien loupé. Ne t'inquiète pas, fais le point, pas que sur ton compte en banque, hein, sur ton entourage, sur ton évolution, sur tes envies. Parce que comme tu as pu le voir dans tout ce que je t'ai raconté, ton vrai patrimoine, il est déjà en toi. Donc voilà, cet épisode est terminé. Je vous ai partagé tout mon patrimoine à 40 ans. J'espère que cet épisode vous a plu. Partage cet épisode peut-être à une femme qui a besoin d'entendre ça comme moi. Je vous dis, ces 2-3 dernières années, j'avais beaucoup de mal avec l'arrivée de la quarantaine à cause de tout ce bruit que j'entendais de la société. Donc si ça peut aider quelqu'un, si ça peut aider une femme qui s'approche des 40 ans ou qui les a déjà dépassés et qui est encore en déprime, voilà, partage cet épisode. Mets-moi un like, un commentaire. Ça me soutient, ça me fait très plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Bye!